Imaginez-vous chaque mois des douleurs qui déchirent votre corps de l'intérieur, lui imposant parfois des spasmes de souffrance insupportables. C'est ce que près de 200 millions de femmes vivent régulièrement dans le monde et vous en faites d'ailleurs peut-être partie. Cette maladie chronique encore méconnue il y a quelques années qui provoque douleurs dans le ventre, ballonnements, nausées, fatigue, malaise, parfois dépression, angoisse et même infertilité, c'est l'endométriose. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Des douleurs aiguës au moment des règles, au moment d'aller aux toilettes ou pendant les rapports sexuels, c'est le quotidien d'une femme sur 10 en âge de procréer. L'endométriose est une maladie chronique incurable, mais dont on peut traiter et soulager les symptômes, d'où l'importance de diagnostiquer les patientes le plus tôt possible. Au-delà de la douleur physique, la maladie peut avoir des répercussions sociales et économiques importantes, ce qui en fait un problème de société majeur qui concerne finalement tout le monde. Alors comment bien vivre avec l'endométriose? Quelles astuces développer au quotidien et comment notre société soutient-elle ces femmes? Pour en parler, je reçois ce soir Audrey Sidoen. Vous avez 33 ans. On vous a diagnostiqué de l'endométriose il y a 12 ans maintenant. Vous nous raconterez comment vous vivez avec la maladie au quotidien. Vous en avez d'ailleurs fait une force. Nous verrons de quelle manière. Et à vos côtés, docteur Brunel Gass. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes également atteinte d'endométriose. Bonsoir et merci à toutes les deux d'être avec nous. Bonsoir. Avant de rentrer plus dans le détail, docteur Gass, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'endométriose? Alors, de façon vraiment très simple, l'endométriose, ça correspond à des cellules de l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est cette petite couche qui est à l'intérieur de l'utérus et qui permet notamment à un enfant de venir s'installer là quand il y a une grossesse. Donc, ce sont des cellules de cet endomètre qui se retrouvent en dehors de cette niche-là. Donc, ça peut être dans le ventre, ce qu'on appelle dans le péritoine, dans toute cette zone où on a les organes digestifs. Oui. Mais ça peut aussi être à l'intérieur de l'utérus, du muscle de l'utérus ou autour des ovaires. D'accord. Et donc cette maladie chronique encore très peu connue et donc peu diagnostiquée il n'y a pas si longtemps. Je vous propose qu'on en parle ce soir. Et pour commencer, on va d'abord regarder ce témoignage d'Océane Pays. Nous l'avions rencontrée en 2022. Elle nous racontait l'errance médicale dans laquelle elle a été pendant plus d'une dizaine d'années avant d'enfin mettre un nom sur ses douleurs. De si loin que je m'en souvienne, peut-être vers mes 15 ans, j'avais déjà des grosses douleurs. J'étais très fatiguée et je comprenais pas trop pourquoi mes copines, elles avaient pas aussi mal. Donc je me disais, peut-être que je suis un petit peu une chochotte. Donc je suis allée quand même voir un gynécologue, de médecins femmes qui me disaient, attends, mais moi aussi j'ai mes règles en fait, c'est pas une maladie quoi. Soit c'est dans ta tête, ou soit ouais, t'es trop stressée, il faut te détendre. Et après, tu finis par plus en parler parce que du coup, tu as un petit peu honte. Tu te dis, ah ouais, mais peut-être que j'exagère en fait. On va laisser ça comme ça, quoi. J'ai cherché vraiment des médecins qui étaient à l'écoute. J'ai demandé un petit peu autour de moi. Je suis tombée sur le gynécologue qui m'a opérée et il m'a diagnostiqué dès le premier rendez-vous. Dès qu'il m'a annoncé le diagnostic, je me souviens, il y a eu deux sentiments qui se sont mélangés déjà. Il y avait la colère parce que je me suis dit, en fait non, c'était pas dans ma tête, quoi. J'avais vraiment quelque chose. Et il y avait le soulagement. Voilà, des années sans savoir, à se penser folle ou chochotte, comme dit Océane. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez vécu, Audrey? Alors, heureusement pour moi, j'ai pas vécu l'errance médicale parce que j'ai tapé du poing sur la table très tôt. J'ai eu la chance de rencontrer un gynécologue qui s'y connaissait un peu plus. Donc, la gynécologue qui me suivait à l'époque avait le même discours, c'est dans ta tête, t'es une chochotte, détends-toi, etc. Oui. Donc, j'avais un doute et je me suis dit, c'est pas possible, j'ai quelque chose, j'ai trop de douleur, je me sens trop mal. Donc, je suis partie voir un autre gynécologue pour un deuxième avis. Et c'est là qu'il m'a dit, il faut que je t'opère, t'as l'endométriose. Donc, ça a été très rapide. Okay. J'ai mis peut-être 3-4 mois à être diagnostiquée. D'accord. Et c'est uniquement parce que voilà, j'ai voulu absolument savoir. En insistant aussi. Docteur Gass, vous êtes médecin et atteinte d'endométriose. Est-ce que votre diagnostic a été difficile? Oui, extrêmement difficile. Oui. Oui. J'ai eu des douleurs très tôt. J'ai vu, je pense, à 3 reprises des gynécologues qui ont vraiment balayé le diagnostic d'endométriose avec un examen clinique. Donc, autant dire qu'ils entendaient pas, en tout cas, ma douleur, en tout cas, et qu'ils essayaient pas de l'explorer un petit peu plus. Et puis,
Et puis, c'est une pathologie qui est complexe parce qu'elle entraîne des douleurs diffuses qui peuvent sembler des fois liées aux règles, d'autres fois non, qui semblent digestives parce qu'il y a aussi beaucoup de troubles digestifs associés à cette maladie. Et donc, j'ai fini par faire le diagnostic toute seule au bout de 12 ans de douleurs. Ouais. Ah oui, donc vous-même, vous avez trouvé... Et j'ai fait un test thérapeutique en prenant la pilule et en voyant si ça me faisait disparaître les douleurs. D'accord. Donc c'est ça, le flou en fait, ce qui transparaît dans le témoignage d'Océane, le flou, l'absence de diagnostic, les douleurs fortes aussi. Est-ce qu'autour de vous, on a compris ce que vous viviez à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes senti, par exemple, exclu comme Océane en parle? L'impression Oui, totalement, de passer pour totalement, une folle, parce qu'on s'isole en fait. Oui. On s'isole. Au dernier moment, on annule les soirées avec les copines, les amis. Donc tout de suite, on se sent extrêmement seul. Oui. Et je me rappelle quand j'en avais parlé à ma mère, quand je lui ai dit je suis sûre que j'ai quelque chose. En fait, elle me disait, elle a réagi. Je comprends aujourd'hui sa réaction parce qu'elle avait peur que j'ai raison. Donc elle me disait mais non, dis pas ça, t'as rien. Et en fait, elle se le disait à elle-même. Donc aujourd'hui, je sais que voilà, elle a toujours été là pour moi, même après les opérations. Mais on se sent très très vite seul parce que on a beau l'exprimer, si personne en face de nous a la même chose, en fait, on n'est pas comprise, quoi. L'isolement social, c'est une des conséquences de la maladie? Moi, j'ai pas ressenti d'isolement social parce que je pense que j'avais des amis qui étaient capables d'entendre que j'étais pas disponible. Mais je pense que c'est en grande partie à cause de cette maladie que je n'ai pas été en couple pendant 10 ans de ma vie. D'accord. Les symptômes donc, peuvent être très handicapants. On parle de douleurs très fortes, donc que ce soit des douleurs digestives, gynécologiques, urinaires, de la fatigue. Donc ils empêchent parfois d'aller travailler, parfois d'aller étudier, parfois d'avoir une vie sociale comme vous venez de le décrire. Alors même si on ne peut pas en guérir de l'endométriose, on peut tout de même traiter ces douleurs. Par quels moyens, docteur Gass? Alors en fait, on a vraiment une palette qui est large de prise en charge de cette maladie. Parce qu'il y a donc la douleur. La douleur, on est vraiment sur une manifestation de quelque chose qui se passe au niveau du corps. Donc, pour les douleurs liées à des spasmes utérins, on peut agir sur les spasmes. Alors, les antispasmodiques ne marchent pas très bien, mais la chaleur est très efficace. La bouillotte, la fameuse bouillotte. La fameuse bouillotte que connaissent toutes les femmes endométriosiques. Ensuite, les anti-inflammatoires qui soulagent bien les douleurs, mais qui, je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, ont quand même des effets indésirables qui sont pas anodins. Ensuite, il y a d'autres gammes de médicaments, mais il y a souvent une certaine saturation des patientes assez rapidement, et puis un refus de prendre trop de médicaments. Oui. Et donc, c'est là qu'interviennent aussi les autres prises en charge. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on comprend de l'endométriose, même s'il y a beaucoup d'inconnus, c'est qu'il s'agit d'une maladie en fait qui est assez globale, assez holistique. Alors, n'ayez pas peur, mais je vais utiliser le mot cancer. Les cellules d'endométriose se trouvent à des endroits où elles ne devraient pas être. Oui. Normalement, le système immunitaire a pour mission de dégommer toute cellule qui n'est pas à sa place et qui ne fait pas sa fonction. Dans un cancer, c'est ce qui se passe. On a des cellules qui vont se démultiplier, qui vont faire un travail qu'elles ne devraient pas faire et qui ne sont pas contrôlées par le système immunitaire. L'endométriose est considérée comme une maladie bénigne parce qu'en fait, ça ne va jamais être une maladie qui va tuer, mais néanmoins, on a quand même un système immunitaire qui reste assez indifférent par rapport à ces cellules. Donc, on a vraiment une piste sur laquelle il faut travailler, qui est celle du système immunitaire, qui est mis à mal par diverses choses. Aujourd'hui, on pense qu'il y a en partie les pesticides, les perturbateurs endocriniens, le gluten, les produits laitiers, beaucoup de facteurs, le stress, qui vont sidérer un peu le système immunitaire et l'empêcher de faire son travail de façon efficace. J'ai vu qu'il y avait aussi possibilité de stimuler de manière électrique le transcutané. Ça s'appelle la TENS. C'est aussi un moyen dont vous avez eu recours? Moi, pas du tout. Pas du tout. Il est possible aussi d'arriver jusqu'à une opération chirurgicale. Et ça, par contre, Audrey, vous y avez eu recours plusieurs fois, dont une opération assez lourde. Oui. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Beaucoup mieux, oui. Parce qu'on est vraiment allé dans le vif de ce qui n'allait pas. Parce que les 2 premières, c'était des cœlioscopies qui visaient à vraiment nettoyer les lésions qu'il y avait un peu partout dans mon abdomen, dans l'utérus, etc. Et la deuxième cœlioscopie que j'ai eue en 2014, en fait, le problème, c'est que le gynécologue a vu qu'il y avait un nodule, donc c'est comme une grappe de raisin, qui était carrément
accolé au côlon, en fait. Et il me disait qu'il ne pouvait pas l'opérer parce qu'il fallait un spécialiste. D'accord. Donc, il fallait que j'aille en métropole à l'époque. Et j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit, ça engage des frais, c'est super long, c'est compliqué. Ouais. Et puis, il y a 10 ans, c'était pas pareil que maintenant. Ouais. Donc, j'ai laissé. Et heureusement, Dr Garbin est arrivé en octobre 2022. Et j'ai eu recours donc l'année d'après à la chirurgie qui visait à enlever ce nodule. Donc ça a été une chirurgie Qui a très été lourde, qui un a soulagement, duré, finalement. oui, un Ouais. soulagement parce que on a enlevé ce nodule en fait Mhm. qui me causait vraiment beaucoup de Ouais. douleur. Alors, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs femmes atteintes d'endométriose et chacune a un peu son truc pour gérer la douleur. Donc, là, il y a l'activité physique, la méditation ou encore l'alimentation. Quelles sont vos astuces à vous? Alors moi, j'ai même eu une alimentation très particulière. Oui. Alors j'avais déjà arrêté le gluten et les produits laitiers il y a de ça maintenant peut-être 15 ans hein, pour les troubles digestifs qui les ont bien améliorés, mais qui n'avaient pas résolu tout à fait le problème d'endométriose. Et il y a 10 ans, je pensais à une cœlioscopie justement à visée diagnostic. Et une amie qui m'est chère m'en a dissuadée en me proposant d'essayer d'abord un régime ayurvédique. La médecine ayurvédique, c'est une médecine qui est indienne, qui est millénaire, qui est holistique. C'est-à-dire qu'elle ne va pas traiter le symptôme, elle va traiter le déséquilibre du terrain. Et j'ai eu l'incroyable surprise, au bout de 4 jours de régime ayurvédique, que je ne voulais pas faire parce qu'il était très contraignant, de ne plus avoir de douleur du tout. Au bout de 4 jours, Et à j'ai eu peine. une rémission qui a Ah duré, oui. qui a duré jusqu'à ma grossesse spontanée. Et vous, Audrey? Pardon. Moi, c'était pareil. Oui. Enfin, dans le sens où j'ai effectivement arrêté ou limité du moins le gluten, le lactose, le sucre. Oui, il y a des Ça, aliments anti-inflammatoires aussi. Oui, il y a des aliments anti-inflammatoires et on n'en parle pas assez, mais c'est la base en fait. Mhm. Parce que beaucoup de jeunes femmes qui viennent me parler, notamment sur les réseaux, me demandent comment j'ai fait. Donc quand j'explique en gros le parcours, en fait, elles n'avaient même pas la notion de l'alimentation et voulaient tout de suite passer par des médicaments ou des compléments alimentaires. Oui. Mais ça, j'ai envie de dire, ça sert à rien de prendre des compléments si à la base on Oui. fait pas ce qu'il faut. C'est au une niveau maladie qui alimentaire. finalement demande d'être à l'écoute de son corps. Exactement. Ouais. Et alors souvent, on associe l'endométriose à l'infertilité, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Est-ce que ça peut être une conséquence de la maladie? Oui, tout à fait, oui. Pourtant, c'est pas automatique, hein, puisque aujourd'hui, vous êtes toutes les deux mamans. Oui. Ça a été une surprise? Totalement, totalement. Oui, assez. Alors, on l'a dit, c'est l'ignorance, c'est la méconnaissance de la maladie qui fait défaut, que ce soit pour le diagnostic, pour la prise en charge ou même pour le soutien dans l'entourage. Je vous propose d'entendre à nouveau un extrait du témoignage d'Océane. Dès que j'ai eu mon diagnostic qui a été posé, du coup, j'en ai profité pour faire une grosse vague d'informations sur le réseau à travers des stories. Donc j'ai eu beaucoup de retours de jeunes femmes qui se reconnaissaient dans mon parcours. Et j'ai eu le retour effectivement de mon entourage, des gens qui me traitaient un petit peu de chochotte ou des gens qui ne disaient rien mais qui m'ont dit « Ah ouais, en fait, t'avais vraiment mal !» Non, c'est malheureux, je ne savais pas que ça existait. Enfin, je connaissais de nom. Mais je trouve qu'à l'école, quand on fait les cours par exemple d'éducation sexuelle ou des choses comme ça, on devrait sensibiliser déjà les gens. Plus cette maladie sera connue, plus on sera diagnostiqué rapidement et plus on sera traité plus vite. Docteur Gaz, quels sont les leviers justement à actionner pour mieux faire connaître la maladie? Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà remercier les médias parce qu'il y a un gros battage médiatique et les associations de femmes et de patientes qui permettent de communiquer et de faire du bruit sur le plan politique parce qu'ensuite, ce sont quand même les politiques qui vont décider des politiques de santé Oui. et qui ensuite vont nous sensibiliser. Est-ce que ça passe aussi par une meilleure formation des professionnels de santé? Totalement. Oui. Sages-femmes, médecins généralistes et gynécologues, on doit tous être formés et sensibilisés. Océane a décidé d'informer le plus grand nombre au sujet de la maladie grâce aux réseaux sociaux. C'est aussi ce que vous faites, Audrey? Exactement, oui. Donc, vous avez un compte TikTok, il me Oui, semble. alors j'ai par tous Tous les réseaux biais. possibles. Oui, j'ai Facebook, Instagram et TikTok. Et c'est vrai que j'essaye de faire des vidéos un peu de sensibilisation. Alors, soit je fais des vidéos vraiment explicatives,
sans forcément parler, mais en montrant la bouillotte, etc. Soit je fais des vidéos un peu humoristiques de mon quotidien et ça plaît beaucoup parce que malgré tout, on essaye de garder le sourire. C'est un peu ce qui nous fait tenir. Mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager, surtout quand j'ai des retours de personnes qui me disent merci parce que je me sens moins seule. Et quand j'entends ça, en fait, ou quand je lis ça du moins, ça me fait en fait vraiment plaisir parce que moi à l'époque j'étais toute seule et aujourd'hui je veux plus qu'aucune femme ne se sente seule. Les réseaux sociaux, donc un bon moyen de faire connaître l'endométriose, et Romain nous en parle aujourd'hui. Salut Romain. Bonsoir Chloé, bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors tu nous as fait une sélection de comptes Instagram. Alors oui Chloé, je vais pas me hasarder aujourd'hui dans une chronique dangereuse teintée de mansplaining pour vous parler d'endométriose. Merci. Mais je vais plutôt parler de sensibilisation par les réseaux. Alors je vous ai fait une sélection de 3 comptes qui abordent avec originalité cette maladie. Des Insta qui rassurent les femmes concernées, qui conseillent et qui m'ont parlé à moi, homme inculte, sur le sujet, comme beaucoup d'entre nous. Et mentez pas, je vous vois. Alors, je commence avec le compte Cher Endométriose, un compte qui allie humour et engagement pour traiter de la maladie, avec une communauté de plus de 10 000 abonnés. C'est une petite bulle rafraîchissante. Alors, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est avec beaucoup d'humour que Fanny Robin partage son quotidien, des astuces pour mieux vivre avec cette maladie. Oui. Et on peut y voir des posts à base de mèmes, des petites mises en scène rigolotes, mais aussi beaucoup de messages positifs et rassurants. L'Instagrammeuse est aussi une autrice qui a écrit 2 livres sur le sujet, qui s'appellent « En colloque avec l'endométriose » et « Juste une endométriose ». Deuxième compte Instagram que j'ai sélectionné, c'est Super Endo Girl. Alors ici, on navigue au milieu d'illustrations qui reflètent la vie quotidienne d'une endométriosique, qui est un compte à base de références pop culture, avec des lives, avec des pros du sujet. Mais c'est aussi plein de conseils qui permettent de vivre plus facilement avec la maladie. Et il est tenu par Marie-Rose Gallès, qui est également autrice et créatrice du podcast Endométriose, Mon Amour. Endométriose, Mon Amour. Tu connais. Oui. Donc c'est pareil, plus de 10 000 abonnés. Là, on a un Insta qui est super enrichissant, très complet sur le problème, et avec tout plein de conseils également. Et pour finir, ça va dénoncer, là. Ça va y aller lourd, parce qu'ici, on est comme ça. Ouais. Ici, on dénonce, on balance, et vous allez faire quoi? Vas-y, on t'écoute. Balance ton endo, c'est le nom du compte Instagram, où Margot récolte les témoignages de femmes ayant reçu des remarques déplacées sur l'endométriose. Vous avez dû en recevoir aussi. Voilà, elle fait ensuite, elle récolte tout ça, et ensuite, elle les partage sur son compte Instagram. Ça peut rappeler un certain hashtag qui balançait des porcs. Alors là, je vous ai pris quelques exemples. J'en ai noté un top 3. Numéro 1, tu es trop jeune pour que l'on parle d'endométriose, tu verras ça plus tard. Voilà, c'est une certaine Lisa de 14 ans qui a entendu ça. En 2, prends un Doliprane, ça va passer, c'est juste un mal de ventre. Et en 3, ma préférée peut-être, toute proportion gardée, félicitations, vous avez la dernière maladie à la mode. Ah là là, ouais. Super. Alors, je n'ai fait qu'effleurer Instagram, mais Internet est vaste, évidemment, et participe bien heureusement sur les différentes plateformes à ce que le sujet, que le tabou soit levé autour de l'endométriose, et qu'idéalement, hommes et femmes se serrent les coudes autour de ce problème quotidien et se disent, pour reprendre un des posts de Fanny Robin, qu'on est ensemble. Merci Romain. Est-ce que c'est des comptes que vous connaissiez ou alors peut-être des phrases que vous avez déjà entendues sur le dernier compte Insta? Il y avait un compte, le premier compte que je suis également, et les phrases, oui, ça Oui. c'est notre quotidien. On pourrait écrire notre propre livre aussi, Oui, je pense. ouais, vous créez votre propre podcast. C'est ça. Vous avez également pour projet d'ouvrir prochainement, Audrey, une boutique dédiée à l'endométriose. De quoi il s'agit? Alors, donc, c'est une boutique où j'aurai des compléments alimentaires, des huiles de massage, des crèmes et des culottes menstruelles aussi, parce que ça fait quand même partie du lot. Et en parallèle, je pourrais conseiller et guider également mes clientes, soit par des ateliers, en fait, donc de sensibilisation, d'aide et d'écoute, soit par en fait la prise de contact avec des professionnels, donc qui sont nos partenaires, notamment des ostéos,
des masseuses bien spécifiques, en fait, vraiment pour guider au quotidien, pas uniquement au niveau médical, mais aussi paramédical et holistique. Donc une approche un peu globale qui me permettra d'aider un maximum de femmes selon leurs besoins et selon leur situation. Ce que vous n'avez pas eu. Oui, exactement. Docteur Gast, c'est important justement d'avoir un endroit où centraliser justement les informations ou les contacts ou des produits même. Alors moi, j'étais complètement ravie quand j'ai découvert une boutique qui ouvrait sur l'endométriose. En plus, récemment, on a la Nénette, la boutique menstruelle aussi, qui s'est créée. Donc, ça fait quand même 2 boutiques qui mettent la femme à l'honneur et au centre des préoccupations. Et oui, c'est essentiel, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on n'a pas encore en Nouvelle-Calédonie, mais j'espère que ça se créera sous peu, c'est une association de patientes. Oui. Parce que le médecin, le thérapeute, le soignant a un certain rôle, mais on a des connaissances qu'on apprend à la faculté et dont on ne sort pas forcément. Oui. Moi, je m'autorise parce que j'ai de l'endométriose et que j'ai aussi exploré diverses pistes à parler d'autres choses, mais ce n'est pas un discours que j'ai entendu par les thérapeutes. Donc d'avoir un espace où puissent échanger vraiment les patientes sur leur vécu, sur le panel de choses qu'il est possible de faire avant d'en arriver à la chirurgie, ou pour celles qui ne veulent pas prendre la pilule, c'est une bénédiction. Ou même un message, peut-être vous avez un message pour celles qui nous regardent et qui se posent peut-être des questions qui ne sont pas encore justement patientes, mais qui se posent des questions comme vous avez pu vous en poser. Qui se poseraient des questions sur justement les douleurs qu'elles rencontrent, sur le fait qu'elles ne soient pas encore diagnostiquées et qu'elles se disent que ce n'est pas normal ce qui leur arrive quand même. Est-ce que vous avez un message Je crois que le message d'Audrey, il était clair tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a des douleurs qu'on n'estime pas normales, même si on a un premier soignant qui nous a dit que c'était psychologique ou qu'il fallait prendre un petit peu de Spasfon ou un anti-inflammatoire, si on a vraiment le sentiment que cette douleur n'est pas normale, il faut continuer à consulter. D'accord. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous propose, avant de partir, qu'on retrouve Aurore pour une toute nouvelle chronique. Ça vous branche? Salut Aurore. Bonjour Chloé. Alors tu es manager de la French Tech NC et tu rejoins cette année l'équipe de Ça vous parle. Oui, tout à fait. Eh bien, bienvenue à toi. Merci, bonjour à tous. Alors à l'heure où l'intelligence artificielle, Internet et les technologies abolissent les distances, on passe nos journées avec nos smartphones, des réseaux qui vont de plus en plus vite, la 4G, la 5G. Tous ces outils nous donnent accès à un monde de connaissances, même dans nos coins les plus reculés, des illoyautés et de la chaîne. Donc pour notre caillou, confronté à bien des défis, eh bien l'innovation et les technologies apportent un océan de possibilités qui sont pour certaines déjà parmi nous. Et avec ma chronique cette année, du coup, j'espère vous éclairer sur ces solutions que la tech apporte déjà. Alors dans nos quotidiens de consommateurs, donc il y a certaines solutions qui sont déjà là, il y en a qui sont encore en test, en développement, et d'autres qui sont utilisées à plus grande échelle. Donc, toutes ces technologies, cette innovation se retrouve en fait dans tous les secteurs de notre société aujourd'hui. D'accord. Et pour cette première, tu vas nous parler je vais vous parler d'agriculture. Alors, oui, parce que il y a pas longtemps, on a pas mal parlé du salon de l'agriculture. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie était représentée sous le pavillon des Outre-mer. Oui. Donc, on a retrouvé nos produits calédoniens, la crevette, le miel, taro, igname, la vanille. Donc, c'est notre patrimoine gastronomique et ça fait partie de notre richesse qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Et c'est une filière qui est importante aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est quoi le lien entre alimentation, gastronomie, agriculture, technologie et tech? Oui, tout à fait. Alors, il y a un lien. Parce qu'effectivement, l'agriculture aujourd'hui est confrontée à bien des défis, que ce soit en Nouvelle-Calédonie et partout dans le monde, mais encore plus ici, parce qu'on a des aléas climatiques que tout le monde connaisse, Niña, Niño, et on est loin d'atteindre l'autonomie alimentaire, ce qui est un enjeu important, parce qu'aujourd'hui, on importe massivement tout ce qu'on consomme. Et c'est donc là que les technologies peuvent nous aider. Exactement. Alors, pour citer des exemples concrets, effectivement, il y a des technologies qui permettent de suivre en temps réel, en fait, sur une parcelle agricole, les besoins en eau, en intrants, en fait, de mieux comprendre les besoins de cette parcelle et de mieux adapter, en fait, les actions derrière. Et donc ça, c'est grâce aux objets connectés, notamment. Alors, un objet connecté, c'est un objet qui est capable de communiquer avec un autre objet ou Internet. Donc, on connaît tous, par exemple, les montres connectées. Donc, ça nous permet, ça va capter notre pouls, savoir combien de pas on a marché. C'est le même principe pour les parcelles agricoles, en fait. Les informations sont collectées, elles sont traitées par un algorithme et ça nous permet, en fait, de prendre les bonnes décisions.
grâce à toutes les informations qu'on remonte. Alors pour une parcelle agricole, ça va être la température, l'humidité, la quantité de nutriments dans le sol, l'eau, etc. D'ailleurs, ces capteurs, ils sont notamment des entrepreneurs ici qui les développent pour le suivi des ruches, parce que notre miel calédonien est aussi quelque chose dont on peut être assez fier, qui est exceptionnel. Et ces technologies, elles interviennent aussi dans le sens où ça nous permet de savoir à distance, en équipant les ruches, comment se comporte la ruche, parce qu'il faut aller les contrôler, donc c'est quand même assez fastidieux. Oui. Donc ça permet d'automatiser ça. Et puis d'éviter aussi de déranger la ruche pour prévenir les maladies et puis pour mieux s'en occuper. Et pour aller plus loin, même au-delà des capteurs, aujourd'hui, les drones et tout ce qui est imagerie satellitaire, donc c'est toutes les images qui nous viennent des satellites, et ça permet aussi aujourd'hui d'acquérir des informations sans contact, c'est-à-dire sans capteur, depuis le ciel en fait. On peut connaître avec un niveau de précision qui est de plus en plus important, pareil, savoir la teneur en eau, le niveau des matières organiques, et tout ça depuis le ciel en fait. Alors bien sûr, c'est des informations qui doivent être analysées par des professionnels, mais c'est possible. Et c'est des technologies qui continuent d'être en plein développement et qui vont nous permettre d'aller de plus en plus loin à un niveau de précision important. Et au-delà de ces technologies, est-ce que ça permet de régler d'autres problèmes ? Oui, effectivement. Alors, au-delà de ces technologies qui sont assez high-tech, on va dire, on a des entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent sur des applications. On a pas mal de pertes agricoles ici, notamment des fruits et légumes de saison. Et en fait, donc, ils travaillent sur des applis qui permettent d'organiser en fait, le lien entre les producteurs et les consommateurs grâce à une plateforme pour mieux connaître les besoins des uns et des autres et les mettre en relation. Et comme ça, limiter les pertes agricoles. Très intéressant. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous. Et puis, c'est comme ça que va s'achever notre émission. Merci encore à toutes les deux, Audrey Sidoine et Dr Brunel Gaz, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler endométriose. Je rappelle, Audrey Sidoine, que votre boutique Endo & Co va ouvrir ce samedi. Et donc, il y a une page FB qui est relative à cette boutique où on pourra trouver toutes les infos. Et puis, vous pourrez également retrouver cette émission en replay sur notre site internet www.caledonia.nc. Très bonne soirée à vous sur Calédonia.